Pendant l'été 2013, ma compagne Amy et moi, on s'est préparés à l'aventure d'une vie. Un parcours en moto de 146 jours à travers les 33 divisions administratives de Chine. C'est quelque chose que personne n'avait tenté auparavant et on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais on était vraiment impatients à l'idée d'explorer cet incroyable pays si riche en histoire, avec une population de plus d'1 milliard et une grande variété de climats avec la steppe, le désert, les montagnes. Nous sommes le 19 juillet 2013. Buck Perley et Amy Mathison sont sur le point de se lancer dans une aventure en moto à travers toute la Chine. 34 153 km en 146 jours. Sur leur moto, ils traverseront des milieux naturels extrêmes, que ce soit la steppe de Mongolie à la saison des pluies, les tempêtes de sable en bordure du désert de Gobi, ou bien la neige et la glace de l'Himalaya. Aujourd'hui, on est passé sur des portions de route plutôt dangereuses qui étaient en travaux. C'est pas parce qu'on est encore en rade que tu peux me jeter. On arrivait à se faufiler et puis on a fini par se retrouver dans un bouchon. C'était un gros accident avec un camion complètement défoncé. J'aime pas ça quand tu te casses en deux et qu'au final t'as rien à montrer. Le vent est chargé de glace et ça gèle absolument tout. Le moteur s'est juste arrêté. D'abord il s'est pas mal emballé et puis il s'est arrêté net. Impossible de redémarrer. Je comprends maintenant ce que c'est que de se laisser conduire. Buck est originaire de New York. En 2006, il effectue son premier voyage en Chine et tombe amoureux du pays. En 2010, après être sorti diplômé de l'université de Toronto, le voilà qui s'installe à Beijing. Aujourd'hui, il y travaille comme concepteur de sites web et consultant marketing. Buck est quelqu'un de très ouvert et quand vous travaillez avec lui, vous vous sentez très relax. Il est très efficace dans son travail. Lorsque vous avez un problème, vous allez juste lui parler directement et la tâche que vous lui donnez, il va la mener à bien très rapidement. Amy, originaire du Royaume-Uni, s'est elle aussi installée à Beijing en 2010. Diplômée de l'université Oxford Brookes, elle avait auparavant travaillé plusieurs années à Oxford. Aujourd'hui, elle est cadre à Beijing dans un cabinet d'architecture international.
Depuis son arrivée en Chine, Amy s'intéresse de plus en plus à la restauration et à la préservation des édifices. L'héritage architectural de la Chine ainsi que le destin plus ou moins heureux de ses vestiges la fascinent au plus haut point. Amy a d'ailleurs créé un site web en anglais consacré à la restauration des édifices de Chine. Ce site web unique en son genre lui permet de partager ses recherches et ses points de vue sur la question. Cela fait 2 ans que je connais Amy. On cherchait des experts en architecture traditionnelle. Et puis on est tombé sur ce site web très intéressant sur la restauration des édifices historiques en Chine. Alors on a invité Amy à venir nous présenter son travail. C'est là qu'on a compris que c'était la personne qu'il nous fallait. J'ai trouvé ça très plaisant d'avoir une étrangère qui puisse nous apporter un point de vue original dans le domaine de la restauration des bâtiments anciens chinois. Buck et Amy se sont rencontrés durant l'hiver 2010. Aujourd'hui, ils partagent un petit appartement du centre-ville en compagnie de leurs 2 chats. Ça, c'est Simba, on l'a eu tout petit. C'était un chat errant et c'est le chat le plus gentil du monde. Il adore les gens, il est toujours dans vos pattes. Quand on l'a trouvé dans l'allée, il était vraiment tout petit. Et nous avons encore un autre chat abandonné lui aussi et qui est un peu timide. On a eu de la chance parce qu'on les a eus avant qu'on fasse notre escapade à moto. Et on a des amis qui nous ont proposé de... 3 amis en fait, qui les ont gardés à tour de rôle. Mais ils sont gentils quand même, ils sont indépendants. Début 2013, Amy et Buck commencent à planifier leur voyage. À l'origine, ils comptaient juste passer 1 mois ou 2 à vadrouiller jusqu'à la province du Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Mais voilà que leur ambition devient incontrôlable et qu'ils décident carrément d'essayer de figurer sur le Guinness des records en faisant un périple à moto à travers les 33 divisions administratives de Chine. Ce ne fut pourtant guère long entre l'idée et la mise en pratique. Pour moi, la partie du voyage la plus dure, ça a sûrement été le Tibet. Il faisait si froid. On ne s'attendait pas à ça. Même avec tout notre équipement d'hiver, avec tout ce qu'on avait, et surtout les premiers jours lorsqu'on est passé du Xinjiang au Tibet. On a dû franchir beaucoup de cols avec beaucoup de neige, beaucoup de glace, avec aucun moyen de se réchauffer sur la route. C'est horrible. Je devais me lever, je ne pouvais pas rester allongée comme ça. J'ai un mal de tête incroyable. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis juste restée assise là à boire de la flotte pendant genre 20 minutes. Ouais, c'est la galère, j'espère que ça va s'arranger. Ouais, et mon cou me fait un mal de chien en plus. Je comprends pas le problème avec mon cou, mais ça me fait vraiment mal. En fait, il faut que tu te décrispes quand tu es sur la moto. Le dos, les épaules, le cou. J'ai besoin d'une douche bien chaude sur mon cou là. Oui, des sources d'eau chaude. Et l'autre partie difficile, ça a été dans l'ouest du Sichuan avec toutes ces routes qui n'étaient pas bitumées. C'était que de la poussière et du gravier. Bref, ça m'a rendue super nerveuse parce que c'était en travaux, il y avait de gros camions, aucune glissière de sécurité. En plus, avec tout ce gravier, c'était vraiment pas idéal pour faire de la moto. On pouvait pas aller vite et j'avais vraiment peur qu'on dérape.
C'est pour ça que je finissais par flipper. Mais à part ça, le paysage en valait vraiment la peine, c'était magnifique. Oui, c'est vrai que je suis crevée, mais pas autant que lui, parce que c'est lui qui conduit. Je vous dis pas le soulagement que c'est quand on passe sur une portion de route goudronnée. 没有什么能够阻挡你对自由的向往。 Les voilà qui passent la nuit dans une yourte mongole alors qu'il tombe la pire averse de l'année. Qu'ils se font inviter à un enterrement dans la région autonome Roué du Ningxia. Qu'ils passent devant le plus grand Bouddha en pierre du monde dans le Sichuan. Qu'ils prononcent un discours pour l'un des plus importants salons de la moto en Asie. En fait, ce périple à moto fut bien plus que la série de défis qu'ils ont dû surmonter. Au bout du compte, ce sont bien les gens, les lieux et les aspects culturels qui ont été les plus importants. On était en route vers Dunhuang. C'était désertique, mais à espace régulier, peut-être tous les 2 kilomètres, il y avait des marchands qui vendaient des melons aux touristes en bord de route. Alors on s'est arrêté et on a dit qu'on voulait les goûter pour voir. Et il y avait cette femme, visiblement la femme du cultivateur, qui venait du bourg du coin et qui cultivait et vendait ses melons juste les 2 mois de l'été. C'était le seul moment où elle faisait ça. Elle a été très gentille avec nous. Elle nous a bien accueillis en nous priant de nous asseoir et de manger. Et même si c'était son moyen de subsistance, même si elle ne faisait ça que 2 mois dans l'année, elle continuait à nous couper des tranches de melon. C'était vraiment la gentillesse incarnée. On a voulu la payer, mais elle a carrément refusé. Elle n'a rien voulu savoir. Je crois qu'on est resté 45 minutes ou 1 heure avec elle, et elle était si aimable, si gentille. Elle voulait savoir les mots qu'on disait en anglais pour « asseyez-vous » ou « mangez-en plus ». Et vous savez combien d'étrangers elle va voir passer dans l'année? 1 ou 2? Mais elle voulait apprendre pour pouvoir s'adresser aux autres étrangers et j'ai trouvé ça trop mignon. Et ça, c'est juste un exemple de ces gens qui possèdent peu. En comparaison avec nous, c'est forcément très très peu. Et qui pourtant n'hésitent pas à vouloir tout partager. Et ça, tout au long de notre périple, ça m'a beaucoup aimé. Surtout pour Amy, ce long voyage fut aussi l'occasion d'observer différents styles architecturaux et différentes techniques de préservation à travers toute la Chine. Ainsi, non content de prendre des notes et des photos tout au long du chemin, ils firent également un site web retraçant leur parcours. Voici le site web qu'on a créé. On a mis ça en place avant de partir, l'idée étant de tenir un carnet de route quotidien dans lequel on pouvait faire connaître notre progression et ce qui se passait sur la route à nos amis, à nos parents ou à n'importe qui d'autre intéressé par le projet. C'était vraiment marrant à faire. Comme vous voyez, il y a des messages plus récents, des messages du dernier jour sur la route quand on a finalement terminé sur la côte Est et que c'est devenu brumeux et froid.
C'était cool, quoi. On a fait aussi une page sur laquelle figuraient différentes statistiques du genre combien de jours d'affilée, depuis combien de jours on était parti, la somme de kilomètres parcourus, le nombre de provinces et régions traversées, puisque notre objectif était de 33. Donc les chiffres augmentaient au fur et à mesure. On émettait aussi un signal GPS pour qu'il soit possible de suivre notre itinéraire avec une petite icône qui se déplaçait. Je mettais à jour les données 2 fois par semaine. Je pouvais mettre à jour la carte, ce qui était cool. Le périple leur permit aussi de récolter des fonds pour un organisme de charité qui offre des repas gratuits aux enfants des régions rurales. Ce qui nous a plu dans cet organisme, c'est que pour seulement 3 yuan par jour, vous pouvez aider un enfant à avoir un repas équilibré tous les jours. Vous leur payez un repas en fait. Leur but, c'est de s'assurer que les gosses puissent avoir tous les jours de la viande, des légumes et du riz, et peut-être de la soupe, des œufs ou ce genre de choses, un repas nourrissant, quoi. La raison pour laquelle ils ont monté ce projet, c'est pour que ce soit accessible aux enfants qui viennent de lieux très isolés, comme les régions montagneuses par exemple, et pour lesquels il est très difficile de se rendre à l'école. Parfois, les enfants ont 1 ou 2 heures de marche juste pour se rendre à l'école. Cette chose si simple qui consiste à fournir des repas aux élèves, ça peut avoir un impact énorme. Parce qu'en fait, la manière la plus efficace d'améliorer la vie des gens est de leur donner un meilleur accès à l'éducation. Vous savez, pour les parents, faire travailler leurs enfants, ça peut être avantageux. Mais si vous avez du mal à nourrir tout le monde, une solution est de les envoyer à l'école pour qu'ils y mangent. Et là, il y a forcément un autre avantage, car puisqu'ils sont à l'école, ils ont aussi un accès à l'éducation, et c'est déterminant pour leur avenir. Lorsque vous pensez à ça, que leur avenir se joue juste sur un repas quotidien, vous vous dites que c'est incroyable. Avant de partir, leur objectif était d'atteindre 19 000 $, une somme suffisante pour nourrir les enfants de 2 écoles pendant toute une année. Pourtant, une fois le périple fini, la somme récoltée atteignit plus du double, soit l'équivalent de presque 42 000 $, ce qui permit de fournir pratiquement 80 000 repas aux enfants des régions rurales. Vous aimez les motos? Ils n'avaient jamais vu de moto comme la vôtre, ils sont curieux. C'est une grosse moto, pas vrai? C'est parce qu'ici, dans les montagnes, le principal moyen de transport, c'est la moto, mais la vôtre est différente. D'accord, oui. Notre moto est de fabrication chinoise. C'est une moto chinoise? Oui, c'est une marque chinoise. Vous venez de quel pays? Je suis américain, les Britanniques. Vous savez parler anglais? Oui, bien sûr. Hello. Hello. On demande souvent à Buck et Amy comment ils se sont débrouillés pour entasser sur une moto tout ce dont ils avaient besoin pendant 5 mois. Effectivement, cela était un véritable défi de faire entrer toutes les affaires dans le peu de bagages que pouvait transporter la moto.
Il leur fallait pourtant s'équiper pour l'été, pour l'hiver, pour la neige, pour la pluie, mais aussi prendre avec eux du matériel de camping, des sacs et tapis de couchage et de quoi faire la cuisine. Enfin, les outils et les pièces de rechange étaient nécessaires au cas où il faudrait réparer la moto. Donc voilà toutes les affaires que j'ai pu prendre pour 5 mois. En gros, je n'avais qu'un change avec en plus l'équivalent en chaud pour l'hiver. Donc là, ce sont d'autres trucs, du genre des médicaments, des trucs pour purifier l'eau. Lorsqu'on campait, on n'avait qu'à trouver de l'eau et ajouter ces produits-là et faire bouillir. Ça m'a sauvé la vie parce que je l'ai utilisé pour laver toutes nos affaires pendant 5 mois dans les lavabos d'hôtel. Et là où c'était possible en fait. J'ai toujours utilisé ça. Après on avait aussi ça et c'est vraiment du luxe. Au Tibet par exemple, j'utilisais un sachet par jour pour me garder au chaud les mains et les pieds. Des petits trucs comme ça quoi. Il y a aussi cette poche à eau pour traverser les zones désertiques. Il faisait si chaud. J'avais un sac à dos avec la poche à eau dedans et en fait je calais le sac à dos comme ça, contre moi, pendant qu'on roulait, parce qu'on n'avait plus d'espace, pas plus que ça. Et puis encore du matériel de camping, genre lampe frontale, pas mal d'appareils électroniques. Je laisserai Buck vous les présenter. 2 appareils photo, celui-là que j'avais toujours sur moi, comme ça. Quand on s'arrêtait et que je voyais un truc intéressant, je pouvais de suite le photographier. Et puis l'autre un peu moins bien. Et puis ça c'est intéressant. On avait un carnet destiné à servir de preuve pour le Guinness des records. Tous les hôtels devaient le signer. Le carnet, ils l'ont gardé. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours le Guinness qui l'a. Et puis on a aussi tous nos journaux parce qu'on devait prendre des notes tous les jours où on était sur la route. Le soir, on faisait un journal vidéo qui durait 2 ou 3 minutes, sans oublier non plus le carnet qui retraçait notre état de santé. Bref, on avait plein de carnets. Alors on devait souvent en envoyer à Beijing lorsqu'ils étaient pleins. Ici, j'ai quelque chose que je trouve très spécial. C'est une bannière. C'était pour l'organisme de charité. Oui, c'était pour les repas gratuits des enfants. En fait, les inscriptions, c'est les différents lieux où on est passé, les gens qu'on a rencontrés. Je trouve ça cool. Et ce qui est unique en Chine, c'est qu'en plus, on a différentes langues. Oui, il y a du tibétain et nous avons du mongol aussi. En anglais aussi. Et aussi en chinois, c'est super cool en fait. Donc sur la route, quand on rencontrait des gens, d'autres gens à vélo, à moto ou bien des amis, on s'est fait des amis, et bien on les faisait signer notre bannière. C'est durant la fête du printemps 2014 que Buck et Amy ont eu la joie de recevoir le certificat officiel du Guinness World Records. Leur tour de Chine à moto était officiellement reconnu comme un record du monde. Les souvenirs du voyage sont toujours bien vivaces. Alors que Buck est en train d'en faire un livre, Amy projette d'en faire un recueil de photos avec tous les instants forts du périple. Le petit projet que j'ai actuellement, c'est de créer un recueil de photos parce qu'on a pris beaucoup de photos tout au long du périple. J'ai d'ailleurs déjà commencé à élaborer la maquette en y incluant des photos d'architecture, de paysages aussi, de toutes sortes d'expériences intéressantes qu'on a eues. C'est-à-dire des rencontres, de la gastronomie, ce genre de trucs. Mais aussi le quotidien du voyage. Et puis aussi des photos de ce qu'on vivait sur la route quelquefois, sans vouloir faire forcément de jolies images.
mais plutôt des images de notre ressenti. Tout ce genre de choses, quoi. Avec autant d'amis dans la ville, Buck et Amy ont des difficultés à s'imaginer quitter Beijing. Des retrouvailles entre amis par une après-midi ensoleillée peuvent être l'occasion de partager leurs expériences et d'envisager l'avenir. Sans surprise, tout le monde a quelque chose à dire sur leur tour de Chine à moto. Hey, 谢谢。Cheers. Oh yeah. Cheers. Thanks for coming. Lorsqu'ils m'ont parlé de leur projet, je leur ai dit « Ok, allez-y ». Ils avaient des doutes et je les ai encouragés. C'était une aventure. Il fallait aller jusqu'au bout. C'était complètement fou et je pense qu'ils en ont retiré beaucoup de choses. Et comme vous pouvez deviner, ils cherchent toujours à aller plus loin. Lorsqu'ils m'en ont parlé pour la première fois, j'étais soufflé. J'ai trouvé que c'était une idée géniale et une belle aventure. Et puis ils ont commencé à s'y mettre sérieusement, ils ont commencé à s'y préparer et c'est devenu concret au fur et à mesure qu'ils progressaient sur la route en nous signalant où ils se trouvaient. Nous, on se faisait du souci pour eux. Mais ils nous sont revenus en ayant vécu des choses incroyables. On est très fiers d'eux. Oui, c'est vraiment super ce qu'ils font. Le périple à moto qu'ils ont fait, ce tour de Chine, c'était vraiment impressionnant. On était vraiment scotchés quand ils l'ont mis sur pied. Et puis ils sont partis et c'était impressionnant de pouvoir les suivre. Et maintenant, ils ont ce nouveau projet. On dirait que rien ne peut les arrêter. Quelle ambition! Je ne pense pas que je puisse les rejoindre, mais j'adorerais. J'ai besoin de faire de l'exercice. Mais faire du vélo, j'adore ça. Surtout à Beijing. Buck et Amy préparent actuellement un nouveau et audacieux périple pour l'été prochain. Un parcours de 24 heures à vélo à partir de la cité interdite de Beijing jusqu'à Lalongkou, la portion de la Grande Muraille qui rejoint la mer à Tihuandao. Après notre tour de Chine à moto, on s'est dit qu'on pourrait faire du vélo. En Europe, il existe un parcours à vélo très populaire qui va de Londres à Paris et qui s'effectue en 24 heures, donc entre deux villes historiques et qui se finit sur les Champs-Élysées. On s'est alors demandé ce qui pourrait être l'équivalent en Chine. Et en observant la carte, on s'est aperçu qu'entre la cité interdite au centre-ville de Beijing et l'endroit où la Grande Muraille rejoint la mer, ça fait à peu près la même distance qu'entre Londres et Paris. Alors à présent, on s'entraîne pour être prêt à effectuer ce parcours en 24 heures. Un parcours qui représente à peu près 300 km. C'est vraiment un projet qui nous enthousiasme, d'autant plus qu'on a un partenariat avec un organisme de charité créé par deux amis et qui s'appelle Education Insight. Son objectif est d'aider les enfants malvoyants à avoir des lunettes afin qu'ils puissent voir le tableau et faire aussi correctement leurs devoirs. On trouve ça génial. Bon, on y va? Ouais, c'est parti.